Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais zapper pas mal. Moi, je vais axer ma présentation effectivement sur plutôt des domaines d'application. Alors, Ganesh a bien introduit ça. Nous, on est beaucoup plus, enfin en tout cas, le travail que je peux faire aujourd'hui au laboratoire, c'est beaucoup plus orienté sur le diagnostic que sur l'imagerie, qui est donc aussi très complémentaire de la présentation d'Alain. Et donc, pour montrer deux domaines d'application, je prendrai effectivement une étude qu'on a faite avec le CHRU de l'hôpital de Tours, et puis donc sur une identification de stade précoce d'un type de cancer, la leucémie, et également un projet qui est en cours en ce moment avec le parc naturel régional du Golfe du Morbihan pour du traçage de contamination fécale. On est bien sur du vibrationnel, donc je crois que tout le monde a compris qu'on était suffisamment sur des signatures chimiques de molécules. Une chose qui est dans le diagnostic, et surtout quand on travaille sur les biofluides, c'est clair qu'on travaille sur des milliers de protéines, pour pas dire des milliers de molécules différentes. Donc clairement, on va essayer on a une information extrêmement riche, mais très peu caractérisée. Je peux déjà dire que dans le domaine justement du médical, tout le monde a un peu une idée de ce qui peut circuler, par exemple, dans le plasma sérique. Contrairement, si vous êtes malade, vous allez faire un examen de biochimie. On va mesurer la créatinine, l'albumine, les transaminases, enfin disons en gros le cholestérol, une dizaine de molécules, mais dont on sait qu'ils sont parfaitement caractérisées. Donc ce que je dirais, c'est une analyse a priori, parce qu'on attend, et on a raison évidemment, je parle du médecin, peut dire que si vous êtes malade ou s'il y a une pathologie particulière, ces marqueurs seront affectés. Le contre-pied, si je puis dire, de la spectroscopie infrarouge, c'est que s'il se passe quelque chose et que vous n'avez pas anticipé, vous allez forcément le voir, sauf si effectivement on parle d'hormones ou d'éléments traces, puisque l'infrarouge n'est pas du tout une méthode sensible. C'est-à-dire qu'on va détecter dans la voie de circulation, dans l'autoroute de l'organisme, on va détecter des modifications métaboliques. Alors ce qui a été aussi plus ou moins évoqué, hein, on sait cet après-midi, c'est que s'il y a une pathologie, avant d'avoir des modifications structurales des tissus, on a bien sûr des modifications métaboliques. Ça a été montré par Patrick Wong au Canada avec le cancer du côlon, où on voyait des choses bien avant que les cellules changent de forme. Donc ça, c'est un gros avantage. On a pu montrer, par exemple, aussi qu'avec des médecins de Rennes, que des souris qui étaient mises à jeun se mettaient à accumuler des lipides. Il nous a pris pour un fou, et puis il a fait quand même, parce qu'il était honnête, il a fait le contrôle, il a vu qu'il y avait bien, c'était une histoire de fond génétique de souris, qu'il y avait bien une accumulation de lipides. Ce que je veux dire par là, je crois que c'est un message important, c'est que s'il se passe quelque chose, vous allez le voir, même si vous ne l'avez pas anticipé. Si vous allez doser certains métabolites, vous connaissez tous la formule, on ne trouve que ce qu'on cherche, ça c'est un avantage. Mais derrière, il y a beaucoup plus de travail quand vous observez une variation pour la caractériser, et tout le problème va être là, vous allez le voir. Bon, des spectres infrarouges, j'en avais vu assez pour aujourd'hui. On travaille sur un mode interférométrique, je n'insisterai pas trop là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tout le spectre d'un côté, en une fois, c'est-à-dire que ce n'est pas un scan longueur d'onde par longueur d'onde. Donc là aussi, toute l'information est disponible. Ça ne veut pas dire qu'on ira traiter tout le système. Donc on a un échantillon, on mesure au niveau du détecteur un signal qui varie en fonction du temps, c'est ce qu'on appelle l'interférogramme, et avec un traitement mathématique, la transformée de Fourier, on passera dans le domaine spectral qui nous permettra de dégager un spectre en transmission, en absorption, comme d'habitude. Hop là, voilà. Donc, spectre infrarouge, on parle effectivement d'imagerie métabolique ou d'empreinte digitale du métabolite, puisque, vous l'avez compris aussi, tous ces domaines d'absorption dans le moyen infrarouge correspondent en fait à des zones d'absorption des grandes classes biochimiques. Il faut aussi comprendre que, ça a été dit également pendant ces journées, par exemple, si je prends les protéines, la bande amidin, si on a une protéine pure, on peut déterminer les structures secondaires. Si on a 3000 protéines, ça correspond évidemment à rien, puisqu'on aura une superposition de signaux différents. Si on regarde... décidément. Si on regarde... Bon, oui, je vais la TER, on en parlera peut-être après, c'est secondaire. Si on regarde par exemple les lipides, on a parlé avec le docteur Bouter, Anthony, on a parlé des membranes. En gros, toutes les chaînes aliphatiques d'acides gras ont un domaine d'absorbance qui est le même, sauf qu'en fonction du degré de longueur de chaîne ou d'insaturation, on a des pics qui sont très légèrement décalés. Et c'est évidemment là-dessus qu'on va se porter. C'est-à-dire que les modes vibrationnels des molécules sont à peu près les mêmes, mais en fonction de l'environnement chimique et donc des molécules auxquelles elles appartiennent, un triglycéride, un phospholipide,
on a des signatures légèrement différentes. Donc on sait aujourd'hui distinguer. Il y a à peu près, on va dire, 50 à 60 ans, et je suis gentil, depuis qu'on a commencé à essayer de caractériser tout ça sur des molécules et même sur des cellules et des bactéries. On y reviendra sur le domaine d'application. Donc effectivement, une image globale du contenu des principaux constituants moléculaires. C'est une spectroscopie d'absorption, il y a un coefficient d'extinction molaire, donc on voit effectivement les éléments les plus importants en termes de concentration ou de quantité, si vous préférez. Un petit passage sur les analyses qui permettent en fait d'observer, parce qu'en fait souvent on essaye de distinguer des catégories, ça a été montré aussi avec les classifications hiérarchiques, qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui n'est pas semblable. Ganesh vous a dit, vous avez un spectre infrarouge, c'est 1000 points, vous avez un autre spectre, vous allez mesurer 1000 distances, DO par DO, longueur d'onde par longueur d'onde, c'est assez fastidieux. Donc il y a des méthodes qui sont basées sur le calcul matriciel, les analyses en composantes principales, qui permettent d'identifier a priori, donc on parle de non superposés, parce qu'on n'impose pas un nombre de classes, on regarde comment sont structurées les données, les échantillons, les individus, et on va voir s'ils forment des familles, si c'est une espèce de nuage complètement informe, ou si on voit déjà apparaître des groupements. C'est vraiment une analyse très préliminaire, on va beaucoup plus loin après, mais déjà c'est intéressant. Alors j'ai pu voir que comme les biologistes en général, n'aiment pas les maths. J'ai essayé de faire une retranscription sur le modèle Gelal 2018. Il se reconnaîtra, pour montrer en fait quelle est la signification spectroscopique des composantes principales. Alors, une analogie graphique qui est assez sympathique, c'est on considère qu'on a un nuage de points en 3 dimensions. Alors je prends 3 dimensions parce qu'à partir de 4, 5 ou 6, on est beaucoup moins bien armé pour les représentations. Mais on imagine qu'on a un spectre un objet en 3 dimensions, ici un poisson, qui est représenté comme ça, donc avec un axe X, Y et Z. Ce que va faire la CP, ça va être de déterminer les moments d'inertie maximum, c'est-à-dire quels sont les axes selon lesquels on a la plus grande distribution. Donc là, par exemple, on va avoir une première distribution, c'est un poisson relativement plat. On va avoir un premier axe de grande distribution qui correspond à l'axe antérieur-postérieur. On va avoir un autre axe perpendiculaire, ici vertical, et puis en épaisseur ici. Ce qui est très important dans la CP, c'est que quand on va définir ces composantes principales, elles sont orthogonales, c'est-à-dire qu'elles portent nécessairement des informations non redondantes. Dans un spectre d'absorption, surtout quand on a des centaines de bandes d'absorption, on a une très très forte redondance, et donc évidemment ça gêne beaucoup ça rend très difficile le traitement de l'information. Donc derrière, c'est ça, on maximise les moments d'inertie. Donc derrière, en fait, la reconstruction d'un spectre, pour justement vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, on va représenter n'importe quel spectre I comme une somme linéaire. Alors, le côté linéaire est très important, comme le spectre moyen. Alors, évidemment, j'aurais dû préciser que évidemment, c'est une méthode qui ne vaut que si on a quelques dizaines, voire centaines ou plus spectres. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc on va on va calculer le spectre moyen et ensuite on va décrire n'importe quel individu, le spectre de l'individu I, comme une somme de 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme vous voulez, composantes principales, PC1, PC2, PC3, qui sont chacune affectées d'un coefficient, alpha, bêta, gamma. Toutes les composantes principales sont des invariants de la population. Ce qui va varier, c'est uniquement les coefficients, donc on appelle ça des scores de chaque composante. Donc là, vous voyez que vous partez d'un spectre qui va faire 1000 points et vous allez pouvoir le décrire par exemple 2, voire 3 composantes. Donc après, quand on a 3 coordonnées, ou 2, comme je vais montrer pour la suite, visuellement c'est plus facile, eh bien on a réduit très fortement la dimensionnalité et il suffit de mesurer une distance euclidienne entre 2 points dans un biplan. Ça, je pense qu'on sait faire. Voilà. Alors, pour comprendre ce que c'est que ces composantes, là, par exemple, on a fait sur quelques spectres tests cet été, on montrait différents échantillons que je vous montrais, et par exemple là sur une série de spectres, on a 2 composantes. Alors là, d'une manière générale, la première composante, c'est celle qui porte la plus grande proportion de la variabilité de toute l'enveloppe d'échantillons. Donc on a ici par exemple des scores positifs, ça c'est le poids statistique donc de chaque nombre d'ondes par rapport à la discrimination entre individus. Donc là par exemple, quand je vous disais que c'était orthogonal, on voit qu'ici sur le massif des OH ou XH, NH, etc., la première a un score positif, la seconde a des scores négatifs. Là on trouve des choses au niveau des lipides, là au niveau des protéines on reconnaît bandamide 1, bandamide 2, c'est du négatif, et là au niveau des polysaccharides, on a des formes et des intensités très différentes.
Alors, ça représente quoi? En fait, ça a une composante principale, on peut l'interpréter exactement comme un spectre. Regardez la superposition, en fait, des individus qui ont servi pour cette analyse. Là, ce que j'ai représenté, c'est les spectres dynamiques. Spectre dynamique, c'est les spectres infrarouges, mais on a soustrait le spectre moyen. C'est simplement une façon de maximiser le changement d'un individu à l'autre. Et vous retrouvez effectivement les individus qui présentent un massif OH positif et NH par rapport au spectre moyen. Ici, les protéines, pareil, les polysaccharides, positifs, pic négatifs. Donc, si on trouve un score, on va le voir sur la carte factorielle. Pardon, non, avant, pour montrer effectivement jusqu'au bout la démo. Ici, on a en noir un spectre d'une bactérie Escherichia coli. Et vous avez, en fonction des couleurs, par exemple, le spectre en gris, on a fait la reconstruction avec spectre moyen plus seulement la PC1. Alors, on voit qu'on est quand même loin du compte par rapport au spectre qui est censé être représenté. Si on prend en compte 2 composantes, c'est le spectre rouge, 3 vert, 4 violet. Et on voit que ici, si on regarde la résiduelle, reconstruction avec 1, 2, 3, 4 composantes principales, la résiduelle se rapproche. Résiduelle, c'est donc la différence qui reste entre l'individu initial et sa reconstruction avec 1, 2, 3, 4 composantes. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de reconstruire totalement le spectre. Quelquefois, 2 composantes, ou même 1, suffisent pour distinguer les individus. Donc, c'est vraiment ces composantes, elles portent vraiment une information spectrale. Par exemple, ça peut dire, ça, on voit que les individus, ils sont très différents par leur contenu en lipides, en polysaccharides ou en lipides, donc, ou en protéines. Donc, on a vraiment quelque chose qui peut être interprétable. C'est pas juste un petit dessin. Là, l'idée, alors effectivement, sur 3 échantillons très différents, une bactérie, une bactérie, une levure et un plasma sanguin, on va y revenir. On voit qu'en fait, sur ce qu'on appelle une carte factorielle, un point, c'est un spectre avec son score. Par exemple, si je prends cet individu-là, ça veut dire que c'est 0,2 fois la PC1 et moins 0,4 la PC2. Alors quand c'est moins, on inverse la valeur du poids statistique de la composante et donc on va reconstituer. Ça permet évidemment de faire aussi du clustering quand il y en a. Il n'y en a pas toujours. C'est pour ça que quand il y en a au départ, quand déjà au départ les individus se séparent de manière spontanée, on est sur des cas très simples. Évidemment, on est beaucoup plus souvent sur des cas où on n'a pas cette séparation, qui est là, évidemment, qui est triviale, puisque les échantillons sont très différents. Mais on a d'autres techniques après que je ne peux pas développer aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire que ça, c'est déjà la base pour observer un peu la distribution de nos données. Je vais un peu plus vite. Une application donc qu'on a fait donc avec le CHRU de Tours sur le diagnostic notamment de la leucémie. Alors depuis le stade sain, alors ça c'est les codes des différents stades, on peut développer soit une leucémie aiguë directement, soit en passant par des états précritiques à bas risque et à haut risque sur une leucémie myéloblastique aiguë. Comme ça a été dit également, le médecin il s'intéresse pas à ces stades-là parce qu'on n'a pas besoin de l'infrarouge pour savoir que quelqu'un a une leucémie ou une cirrhose, sur lequel on a travaillé d'ailleurs avec Diafir et avec Maïna avant. Mais ça peut être intéressant de voir où on est sur cette trajectoire. Une pathologie, c'est une trajectoire. Ce qui intéressait énormément le médecin, c'est mon patient, il en est où? Est-ce que c'est un stade qui est encore réversible ou est-ce qu'on est déjà dans des stades aigus? L'hôpital se trouvait disposé, alors ça c'était intéressant, d'abord avant de savoir si il y a des stades pathologiques, on a regardé un peu comment se passait l'évolution au cours de l'âge, parce que vous savez que la leucémie, et ça aujourd'hui, ça apparaît souvent dans les âges tardifs. Et donc la question que se posent les cancérologues, c'est est-ce que le vieillissement préparerait en fait, ou serait une sorte de stade antérieur, ou voilà, ce serait une transition déjà vers un état leucémique. Donc ils ont mis à disposition des plasmas donc biofluides dont a parlé Kenesh, qu'on a fait en technique goutte séchée, 24 heures, comme ça on n'est pas embêté avec l'eau. Et on a regardé déjà comment se comportaient les plasmas sains. Juste une chose, là, on avait des hommes et des femmes, et on a regardé, donc ça c'est les spectres moyens de toute la population, on avait une centaine de plasmas, et on a fait la différence entre hommes et femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que les marqueurs, avec les méthodes de réduction d'algorithmes génétiques, on a pu voir que les marqueurs qui séparent le mieux les hommes des femmes, tous âges confondus, ça correspond à des marqueurs de lipides estérifiés. Donc c'est vraiment ça qui distinguerait, quel que soit l'âge, le métabolisme. Ce qu'on fait, nous, derrière, donc là, je rappelle pour un exemple, donc on travaille, disons, un peu en binaire, on fait deux sous-populations et on essaye de les identifier. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'on a traité, entre G0 qui correspond au patient sain et G1 à G3, c'est-à-dire toute cette filière-là.
Les algorithmes génétiques vont permettre, dans toute cette signature, là vous avez la dérivée seconde du spectre, d'identifier les positions, les marqueurs spectraux, ça a été dit, hein, les marqueurs spectraux qui sont discriminants entre les personnes saines et les personnes malades. Et là on voit qu'on a une spécificité, donc les bien classés, vrai positif 98, et sélectivité, pardon, 98, et spécificité 96. Dans un autre cas, quand on séparait G1 et G2, c'était très mauvais. En gros, on se trompait une fois sur deux. Alors, on pose la question au médecin, il m'a dit oui, entre ces deux stades, c'est simplement une différence de population des éléments figurés des leucocytes. Donc, ce qu'il faut savoir, enfin, je ne l'ai pas précisé, c'est que là, on surveille le métabolisme, alors que tout le diagnostic de la leucémie, ça se fait sur la population cellulaire, les myéloblastes qui circulent dans le sang, parce que vous savez que ça part de la moelle épinière. Alors, là, c'est le dernier résultat là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est vous avez en bleu ici, il y a une signature et des marqueurs du vieillissement chez les femmes. Vous avez en point rouge, ou vert ou violet, les différents groupes. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple ici pour les femmes, on voit que le groupe en vert, la G1, est relativement bien prédit. Alors, on ne se sert pas de l'infrarouge pour prédire l'âge des gens, ça n'a pas de sens. Mais c'était l'idée de voir si les marqueurs spécifiques du vieillissement interférer avec les marqueurs spécifiques de la pathologie. Parce que quand vous faites un tri sur une population avec plein de marqueurs, vous allez sortir de la population les longueurs d'onde, vous avez compris, qui sont spécifiques d'un marqueur. Donc ça veut dire que sur un même spectre, on peut regarder le taux de lipides, l'âge, le cholestérol ou je ne sais quoi encore, ou si la personne est fumeur. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde pour les hommes, on a donc une autre droite de corrélation, et on voit que les mêmes patients qui étaient mal prédits chez les hommes sont bien prédits chez les femmes. Donc il y a une question existentielle là qui arrive, c'est est-ce que ce sont les femmes qui font exactement le contraire des hommes ou l'inverse? Hein, Sylvie? Bref. Non, c'est une private joke par rapport à une petite discussion hier sur le piano-barge. Voilà. Deuxième application très rapidement. On travaille, donc ça c'est un projet qui est en cours, là, qui se termine. On fait nos derniers prélèvements là, cette semaine. C'est dans le cadre du PNR, donc le parc naturel du golfe du Morbihan, qui a mis en place une stratégie et qui met des moyens aussi pour savoir si ces stratégies et les réglementations qui sont mises en place sur le terrain ont un résultat ou pas. Et là, c'est la guerre, enfin, c'est pas la guerre, c'est une vraie guerre entre agriculteurs et ostréiculteurs, parce que si on rejette des effluents, si on rejette des polluants, ça se retrouve dans les huîtres qui sont impropres à la consommation, donc il y a un impact économique important. Donc là, l'idée, c'était à partir de sources potentielles sur le littoral de contamination, de voir si on retrouvait les mêmes contaminants fécaux, en fait c'est Escherichia coli, hein, dans les huîtres, et on surveillait en même temps l'eau. Donc voilà la rivière de PNR, qui est juste à côté, le golfe du Morbihan, il est quelque part par là. Donc on fait des prélèvements mensuels sur des sources, sur des assainissements collectifs, non collectifs, sur des élevages bovins. On a même été chercher des crottes de sangliers, parce qu'eux, ils se baladent pas mal, et c'est un vrai fléau. Bref, et donc là, pareil, sur une signature, il se trouve que pour les bactéries, ça c'est connu, c'est le travail de l'Institut de Cork à Berlin, qui a travaillé depuis des années sur le typage bactérien, qui arrive jusqu'à la souche aujourd'hui, il n'y a aucun souci, c'est de reconnaître différentes bactéries. Donc voilà, ça c'est le système ATR du Lumos, j'insiste pas. On obtient une ACP. Alors ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a projeté le spectre donc des Escherichia coli qui ont été enrichis à partir des huîtres prélevées pendant d'avril à septembre. Pareil pour les sources. Et sur cette ACP, ce qu'on peut faire, c'est dans ce référentiel, on a projeté les échantillons d'eau pour voir en fait s'il y avait une corrélation entre la géographie, topologie de la source potentielle de contamination, un vecteur, l'eau. On boit 90% de nos médicaments, Pasteur, et les parcs à huîtres qui sont en aval. Donc si je fais un zoom, alors là on voit qu'il y a plein ceux-là ne sont pas intéressants parce qu'ils sont loin de tout. Par contre, si je fais un zoom au centre de cette ACP, on voit qu'on va avoir par exemple, si je prends ce tandem-là, on a des signatures d'Escherichia coli. Alors pardon, c'est pas bon. C'est vert et rouge. Donc je vais plutôt prendre ces deux échantillons. Ça veut dire que ce prélèvement d'huîtres ici, enfin les bactéries, les Escherichia coli, parce que c'est que ça qu'on prend, ont une signature qui est très 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 proche de cette source. Donc il est vraisemblable, et c'est ce qu'on va regarder dans le dépouillement de tout ça, que
cette source-là soit à l'origine de la contamination. Parce qu'en fait, en infrarouge, les constituants membranaires, du fait de leur concentration, sont à l'origine de 90% quasiment du signal infrarouge. Et on sait qu'en surface, en fait, ces constituants sont très spécifiques, notamment des sérovars, hein, vous savez, que sont les variétés qui présentent des déterminants antigéniques différents, des polysaccharides, des lipides complexes. Et en fait, l'infrarouge voit très bien ça. Donc on va évidemment dépouiller tout ça et ça sera exploité ensuite par le PNR. Voilà, donc simplement pour terminer, une petite photo prise lors d'une réunion de labo hebdomadaire, comme on en fait toutes les semaines. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.